Livre 1, chapitre 12. Ainsi s'acheva ma vie, comme ma carrière. J'attendais de me voir impliqué dans une de ces chroniques scandaleuses, semblables à celles que j'avais souvent rédigées moi-même, et je me mis à rire. Je pensais qu'il serait juste que je servisse de thème parfois, et je n'étais absolument pas préoccupé par ce que, je le savais bien, les journaux diraient de moi, ni par ce que penseraient mes camarades. Cela ne m'importait en rien. Je voulais seulement me reposer. Mais la police s'occupa d'arrêter le scandale à temps. Un peu plus tard, je sus par mon ami qu'elle avait ordonné aux journaux de raconter que je n'étais pas emprisonné et que probablement je passais l'été quelque part. J'étais le seul à connaître la raison véritable de cette décision, mais c'est une affaire si trouble qu'elle n'entre pas dans le cadre de ce récit, et mon ami n'y intervint en rien. Pendant les premiers jours d'isolement, dans une cellule, je tentais de me souvenir de plusieurs choses que mon ami m'avait rapportées et que j'avais notées. Mais je n'avais pas mon carnet sous la main. Je commençais à voir la vie et les choses humaines d'une façon très étrange, comme si j'eusse été coupé d'elles. Cette vision s'expliquait ainsi. À un moment donné, je me rappelai quelque chose qu'il avait dit au sujet de la clé du sermon de la montagne. Une clé qui était cachée dans les premières phrases. Or, en voyant les foules, il gravit la montagne. Mes déceptions et tout ce qui avait contribué à ma situation, était-ce là le sens de voir les foules, dont avait parlé mon ami ? Et que signifiait gravir la montagne ? Je compris que celle-ci devait être quelque chose de comparable à la tranquillité intérieure qui m'envahissait au souvenir de mon ami, comme si j'avais su qu'il me donnerait la réponse à toutes les questions que je commençais à me poser. À ce propos, dans cet isolement, je pus voir la Révolution, ma carrière, mes années de jeunesse d'une façon bien différente. Je me rendis compte combien mon existence mouvementée avait été idiote et inutile. Je compris qu'une vie pareille ne pouvait mener nulle part, qu'elle n'avait pas de sens. Je ne pus m'expliquer ce qui s'était produit dans les sentiments de ces étudiants venus, effrayés par le danger de la police, chercher de l'aide chez moi. Je ne pouvais pas m'expliquer comment il était possible qu'à ce moment, et volontairement, ils en fussent à se déclarer contre moi au cours de l'instruction de l'affaire. En attendant, je fus envoyé dans une prison et je restai en paix. La première visite de mon ami eut lieu en présence du commissaire qui m'interrogeait. Je lui demandai des nouvelles de mes amis et sa réponse fut caractéristique. « Je suis là, » me dit-il. « Je ne parle pas de toi, mais de un tel et d'un tel. » Il me regarda d'un air de pitié et sur un ton factice il répondit « Ceux-là, ce sont des hommes libres, ils jouissent d'une sieste merveilleuse. » J'imagine qu'ils vont bien. Le seul qui va vraiment bien, c'est toi, mais tu ne le comprends pas encore. Et s'adressant au policier chargé de l'interrogatoire, « Cet homme a besoin de repos, il a besoin par-dessus tout de réfléchir. Pourriez-vous l'aider ? Puisque vous avez étudié la philosophie, quelques-unes de vos paroles pourraient lui être utiles. » J'ignore quelle conversation préalable mon ami avait eue avec ce policier. Le fait est qu'ils semblaient être des amis de confiance. Le commissaire, s'éclaircissant la gorge, et sur le ton d'un conférencier qui va élucider le mystère de la vie, commença à dire un tas de sottises telles que je dus dissimuler mon rire en allumant une cigarette. Je n'osais pas regarder mon ami dans les yeux. Le discours s'acheva à peu près de la façon suivante. Nous prêtons nos services à l'État pour le bien de la communauté. La patrie passe par-dessus tout.
Mais nous sommes aussi des hommes. Vous avez avoué, vous nous avez épargné du travail et de l'argent. En attendant que les autorités supérieures donnent leur avis sur votre cas, je me charge d'agir en sorte que vous soyez bien. Les délits politiques méritent notre considération d'homme d'honneur. C'est comme un match de boxe, vous avez perdu, nous avons gagné, c'est tout. Son hypocrisie était répugnante. J'avais vu les visages de quelques étudiants qui s'étaient présentés chez moi pour demander du secours, et je me rendis compte que d'une certaine manière mon ami avait influé sur cet homme pour qu'il fût convaincu de ses propres paroles. Le policier sortit un jeu d'échecs, il demanda du café pour tous et commença la partie. Elle dura plusieurs heures, et je pus remarquer que mon ami menait un jeu de comédien. Il feignait de s'efforcer à gagner, mais il perdit délibérément. À la fin, le commissaire lui dit « Il est nécessaire que nous jouions une fois de plus. Vous vaincre a été si dur pour moi. » L'homme était radieux. Pendant la partie, je l'avais vu pâlir souvent. À la fin, il dit très aimablement « Il faut fêter cette victoire. Je vous prie d'accepter mon invitation à dîner. » Mon ami me regarda avant de répondre, mais le policier ajouta « Nous irons avec lui aussi. Mais il serait bon qu'il me donne sa parole d'honneur qu'il n'essaiera pas de s'enfuir. » Mon ami répliqua « Je réponds pour lui. » La nourriture de la prison était détestable, aussi je me réjouis à l'idée d'un repas dans un bon restaurant. Le policier sortit du tiroir de son bureau le petit coffre-fort métallique dans lequel je gardais une somme conséquente en espèces que la police m'avait enlevée pour l'enquête. Je le vis enfouir une poignée de billets dans sa poche. Nous dînâmes bien et joyeusement tous les trois. Mon ami était quelqu'un de tout à fait à part. Il paraissait admirer ce policier comme un enfant admire son père. La conversation s'établit entre le commissaire et moi. En le voyant si vaniteux, je lui dis « Écoutez, ma carrière de journaliste a pris fin grâce à vous, mais je crois avoir découvert une possibilité pour l'avenir. Racontez-moi vos enquêtes les plus intéressantes et, en les rassemblant avec mes antécédents dans le service secret, je pourrais écrire un bon livre d'aventures. C'est un genre peu cultivé dans nos pays. » « J'y penserai, me dit-il gravement. Un instant plus tard, il ajouta « Oui, je crois que vous pourriez le faire bien. J'ai lu vos écrits et votre style me plaît. »« Merci, lui dis-je. »« Comment me décririez-vous » ? ?»« Eh bien, il serait d'abord nécessaire de transformer votre nom, n'est-ce pas ? Mais de telle manière qu'on sache de qui il s'agit. Ensuite, il faudrait modifier la description de votre physique. Ce sont des détails importants. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous décriviez vous-même le personnage, car vous avez plus d'expérience dans la psychologie du contre-espionnage. Je connais seulement celle de l'espion, et elle n'est pas très bonne à dire puisque je suis prisonnier. Cela semble une bonne idée. Qu'en pensez-vous ? Demanda-t-il à mon ami. Je me mis à trembler. N'importe quelle expression caustique de sa part pouvait empirer ma situation. Je le regardai, les yeux suppliants. Et, sans cesser de me fixer, il répondit « Celui qui ignore sa propre psychologie ignore celle des autres, c'est évident, non ?» Bien sûr, dit le policier en examinant très gravement la nappe, comme s'il eût réfléchi à quelque grand problème philosophique. Mon ami poursuivit. Étant donné que l'ignorance de soi-même fait toujours voir à chacun la vérité si déformée qu'il ne reste même pas son ombre, je crois qu'il y a une différence notable entre votre psychisme et celui de mon ami. Pour mener à bien ce roman, dont le héros est un agent du contre-espionnage, vous êtes en fin de compte le plus indiqué pour le décrire, car vous ne déformerez pas ainsi, pas même sur un détail, votre propre conception subjective.
Naturellement, je peux me tromper. Vous voyez bien que quand je vous tenais en échec, vous avez montré fidèlement cette qualité que je viens de citer. Si je me trompe, je vous prie de me le dire. Le policier paraissait être aux anges. Il souriait si béatement que je dus faire un grand effort pour me retenir de rire. Il pesa les paroles de mon ami avec une expression de gravité, telle qu'à l'instant je le crus conscient du fait que mon ami l'avait traité en substance d'imbécile. Mais mes craintes étaient sans fondement. Enfin, levant la tête, comme quelqu'un qui vient de prendre une décision très importante, il nous dit « Vos observations sont extrêmement sages. Bien entendu, vous ne vous trompez pas. Ma conception subjective est justement une des valeurs psychologiques qui m'ont permis de connaître un triomphe extraordinaire dans ma carrière. Comme vous l'avez si bien dit, l'énorme différence entre mon psychisme et celui de monsieur, ce dernier mot ne manqua pas d'attirer mon attention, me permet de me faire une conception subjective telle que tout un chapitre intéressant découle du signalement, pardonnez-moi la terminologie policière, correspondant au héros du service du contre-espionnage. Je le regardais la bouche ouverte, mais il poursuivit. Ne vous étonnez pas, cher adversaire, me dit-il, je suis né avec un grand talent psychologique. En vérité, il m'a coûté beaucoup de persuader mes supérieurs d'adapter la méthode psychologique à notre service. L'impératif catégorique rend inutiles les anciennes méthodes pleines de brutalité. Le psychisme est un facteur important dans l'espionnage et le contre-espionnage. Vous avez perdu ce round, cher concurrent, parce que vous êtes seulement un amateur en matière de psychisme. Vous n'auriez pas dû vous écarter de votre profession de journalisme. Cet homme s'éprit éperdument des mots psychisme et subjectif. Durant mon incarcération, je pus l'entendre souvent les exprimer à ses subordonnés. Mon ami le manipulait selon sa fantaisie. Il obtenait de lui ce qu'il voulait, mais il ne fit jamais le moindre effort pour obtenir ma liberté. Et quand je le lui reprochai, il me dit « Tu es mieux ici qu'au dehors. Au moins ici tu es bien accompagné. Il est même possible que tu t'éveilles. » Les mois passèrent.